On en vient aux délibérations concernant le logement et l'urbanisme. La première concerne la réalisation au 79 rue Colincourt d'un programme d'acquisition-amélioration comportant 12 logements sociaux. Et la parole est à Éric Ellers. Je vous remercie, Monsieur le maire. Nous avons déjà eu l'occasion d'étudier cette adresse lors de notre séance du 9 décembre 2024 avec la délibération 2024 DU 159. L'achat de 33 lots de copropriété a été réalisé de gré à gré avec l'ancien propriétaire pour une somme qui totalise désormais, avec les travaux, un peu plus de 7 millions d'euros pour une surface habitable de 923 mètres carrés. De ce fait, Aximo, à qui la délibération prévoit de transférer la propriété de ces biens, sera copropriétaire majoritaire avec 70% des tantièmes. Nous contestons l'acquisition de ces lots de copropriété dans le diffus, ce que nous avions déjà dit la dernière fois lors de l'examen de ce dossier, au motif que le 18e arrondissement remplit déjà ses obligations en matière de respect de la loi SRU, avec plus de 25% de logements sociaux dans son parc. Indépendamment du fait que nous sommes contre le principe de cette acquisition, considérant que la vente a eu lieu, nous regrettons que, par surcroît, la ville se dessaisisse de la pleine propriété de ce bien avec des cotes en le vendant en pleine propriété à Aximo, alors qu'elle avait la possibilité de souscrire ou de conclure un bail emphytéotique qui aurait permis aux Parisiens, à terme, de disposer d'un bien de retour. C'est la poursuite de votre logique de vente du patrimoine des Parisiens, le sacrifice du long terme pour financer le court terme. Or, d'autre part, dans le cadre de cette opération, sur les 10 logements acquis, 4 ont des étiquettes E ou F et seront interdits à la location entre 2028 et 2034, ce qui est tout de même gênant, sachant que le dossier précise que les logements qui ont fait l'objet de cette acquisition ne feront pas l'objet de réhabilitation thermique. Aussi, que deviendront ces logements acquis et subventionnés avec de l'argent public qui seront considérés dans quelques années comme impropres à l'habitation? Enfin, nous noterons, je le rappelle, que l'acquisition, c'est ce qui apparaît dans les documents annexes, que l'acquisition de ces lots s'est faite à un prix inférieur à celui de la valeur faciale du marché, mais à un montant supérieur à l'estimation des domaines, sachant également que l'immeuble est fissuré en raison d'un problème de tassement de terrain, ce qui se rencontre à Montmartre, bâti sur des carrières, et qui peut receler des coûts futurs de consolidation, même si une quote-part de 300 000 € a déjà été intégrée pour financer des travaux de consolidation. Aussi, l'intérêt de cette opération au regard de son coût pour la collectivité n'est pour nous nullement établi et nous voterons contre et espérons avoir vos explications sur la question de la cotation énergétique et de la capacité à être mis en location. Je vous remercie. Merci pour toutes ces questions. La parole est à Mario Gonzalez. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Ellers. Déjà rappelé que cette préemption par la ville de Paris visait justement à permettre à des habitants du quartier de Montmartre de justement rester à Montmartre et d'éviter des spéculations immobilières qui auraient amené indéfectiblement à du Airbnb ou d'autres opérations spéculatives dont nous ne voulons pas à Montmartre notamment. Et d'ailleurs, pour cette opération, le propriétaire, pour le coup, a eu le bon réflexe de venir voir la ville, et la vente s'est faite de gré à gré, et non pas de procéder à une vente à la découpe, comme cela a été le cas dans d'autres parcelles, et donc, naturellement, un accord a été obtenu et a permis à ces anciens locataires de rester dans les lieux. Quant à l'opération en tant que telle, le fait que ce soit une vente, ce n'est pas quelque chose qui me choque. Parfois, c'est du bail emphytéotique, parfois, c'est une vente. Sur la question de l'étiquette énergétique, comme vous l'avez vu, il s'agit d'une vente qui se fait dans le diffus, d'une acquisition qui se fait dans le diffus.
Or, les étiquettes énergétiques et la performance énergétique des appartements ne dépend pas uniquement des appartements en tant que tels, mais dépend également aussi du bâti. Or, jusqu'à nouvel ordre, nous n'avons pas préempté l'immeuble, nous avons préempté certains lots dans le diffus. Donc, par rapport à cette étiquette énergétique, il va falloir attendre, d'une part, pour déterminer quels sont les travaux qui peuvent être faits dans chacun des lots qui sera géré et exploité par Aximo, d'une part, qui permettront éventuellement d'améliorer l'étiquette énergétique, et d'autre part, voir comment, au sein de la copropriété, il sera possible d'engager toute la copropriété dans des travaux d'isolation thermique, mais qui sont votés par l'ensemble de la copropriété. Inutile de vous dire que quand on fait des préemptions dans le diffus comme celle-ci, qui ne sont pas la norme, hein, généralement on préfère préempter un immeuble entier, ce qui est très avantageux, c'est que quand vous avez la ville comme copropriétaire, c'est beaucoup plus facile, ou en tous les cas, la ville a beaucoup plus de facilité à convaincre les copropriétaires justement d'engager les travaux parce que justement derrière la ville, il y a des bailleurs sociaux avec leur expertise technique et permet un accompagnement dans le cadre de ces travaux qui sont complexes, qui sont difficiles à financer. Donc, à ce stade, oui, il y a des étiquettes énergétiques qui ne sont pas favorables, mais ne préjugez pas de l'avenir. Nous verrons bien ce qu'il en sera dans quelques années, une fois que nous aurons, j'en suis sûr, convaincu le reste de la copropriété pour engager les travaux qui s'imposent. Merci Yann Brossin. Merci. Quelques mots dans le droit fil de ce que vient de dire Mario. Premièrement, et ce sera sans doute un débat que nous aurons abondamment dans les semaines qui viennent, vous nous dites pourquoi est-ce qu'on continue à faire du logement social dans le 18e alors que nous avons d'ores et déjà atteint le taux des 25% fixé par la loi. D'abord, la loi, elle fixe le taux des 25% pour l'ensemble de Paris et non pas seulement pour le 18e arrondissement. Mais surtout, pourquoi est-ce que nous continuons à en faire ? Parce qu'il y a de la demande. Parce qu'il y a aujourd'hui des dizaines de milliers d'habitants du 18e arrondissement qui sont en attente de logement social. Et que pour répondre à cette demande de logement social, il faut produire du logement social. C'est aussi simple que cela. Et donc, heureusement que nous avons une municipalité qui continue à en construire, qui continue à en produire, y compris par de la préemption. Deuxièmement, vous avez fait une remarque un peu technique, vous dites la ville de Paris a acquis ses lots et on ne comprend pas pourquoi ensuite elle les cède à un bailleur social. Là aussi, la réponse est assez simple, parce que la ville de Paris n'a pas vocation à être bailleur social. En l'occurrence, c'est Aximo qui va gérer ces logements, qui est une filiale de Paris Habitat, c'est son métier. Et donc, c'est parfaitement logique et il est inutile de chercher querelle sur ce point-là. Personne n'est locataire de la ville de Paris. On est locataire de Paris Habitat, on est locataire de la RIVP. Mais enfin bon, en tout cas, c'est comme cela que nous le concevons, et c'est le métier de Paris Habitat de gérer des logements. Puis troisièmement, dans votre raisonnement, mais Mario l'a un peu dit, il y a toujours un élément qui passe à l'as, c'est l'intérêt des locataires actuels. Dans cet immeuble, vous avez actuellement des locataires. Si demain, ils sont livrés à des spéculateurs immobiliers, le risque, c'est qu'ils soient purement et simplement expulsés, qu'ils soient chassés de leur logement. Mais d'une certaine manière, vous êtes cohérents, puisque lorsque nous avons débattu ensemble des logements rachetés par la ville, au moment où un spéculateur immobilier, Charpentier, voulait les expulser, nous sommes battus pour les racheter et pour qu'un bailleur social les reprenne. À l'époque, vous n'avez pas voté ces délibérations. C'est-à-dire que si vous aviez été en responsabilité, les locataires en question auraient été expulsés. Et donc, on voit bien que dans cette affaire, le plus important, ce sont les habitants. Et c'est dans l'intérêt des habitants que nous reprenons ces immeubles. Merci beaucoup. Et donc, je vais mettre aux voix la délibération de LH 152 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie. Et je rends tout de suite la parole à Éric Ehlers concernant cette fois-ci la réalisation de logements sociaux, 5 passage Le Pic. Oui, merci Monsieur le maire. Justement, nous sommes dans le cadre d'une opération de vente à la découpe. Ce que Monsieur Brossin n'a pas dit, c'est que dans le cas précédent, il n'y avait pas eu, on ne pouvait pas présumer de ce que voudrait le propriétaire, alors que là, il y avait clairement une vente à la découpe, puisqu'il s'agit d'un texte et d'un dossier que nous avons déjà étudié. Et d'ailleurs, nous n'avions pas voté contre,
puisqu'il s'agissait, là aussi nous avons cette préoccupation de protéger les locataires. Je signale également, pour vous répondre, Monsieur Brossat, que, et ça Monsieur Gonzalez, lui, l'a bien compris, que nous ne contestions pas le fait que ce soit un bailleur social qui prenne la gérance des biens, c'était le fait de la vente en pleine propriété. Voilà, vous m'avez répondu sur le fait qu'on transmette un bailleur social. Oui, nous sommes d'accord, ce n'est pas la ville de Paris en direct qui est bailleur social. Ce sont les organismes qui dépendent d'elle, ou pas d'ailleurs, et qui ont ce métier, qui exercent ce métier. Sur le dossier en question, donc sur lequel nous nous étions abstenus, là encore, nous constatons que sur les 13 logements, nous en avons 5 qui sont en catégorie E ou F et qui seront donc interdits à la location entre 2028 et 2034, tandis que 4 sont déjà en catégorie G et sont normalement interdits à la location. Donc comment est-il prévu de gérer cette situation pour éviter que ces acquisitions soient inopérantes? Je vous remercie. Alors, Mario Gonzalez. pardon, merci Monsieur le maire. Petite précision quand même, parce que vous faites une erreur d'ordre juridique. Vous dites interdit à la location. Attention, ce que prévoit la loi, c'est la question de la décence, à juste titre d'ailleurs. C'est-à-dire que ce qui est dit dans le texte, c'est que si vous louez un logement classé E ou F, ce sera un logement indécent, ce qui entraîne un droit pour le locataire de saisir le juge s'il le souhaite, pour que le juge ordonne éventuellement des travaux pour permettre au logement de devenir décent. Avec une exception, et elle est de taille, et notamment à Paris. Parfois on peut la regretter, mais parfois techniquement elle est justifiée. Lorsque la défense du patrimoine notamment, ou lorsque des contextes techniques ne permettent pas notamment d'atteindre le niveau énergétique souhaité, alors effectivement le bailleur sera dispensé de réaliser malheureusement ces travaux et le logement resterait donc dans une classe énergétique pour le moins non satisfaisante, mais justifiée pour d'autres raisons. Donc attention quand on dit interdiction, parce qu'à aucun moment il est dit interdiction. C'est un autre droit qui est créé pour le locataire, un peu plus complexe, donc je tenais à le préciser. Et je vous donne exactement la même réponse. C'est-à-dire que sur le 5 passage Le Pic, c'est une copropriété. Donc, Aximo, qui a l'habitude de travailler dans le diffus, je rappelle quand même que Aximo, ce sont eux aussi qui gèrent d'autres préemptions. Le 22 Le Pic, Yann Brossat l'a rappelé, mais aussi la rue d'Orcel et aussi la rue Lamarck. Nous avons aussi pu casser des ventes à la découpe. Donc, c'est une filiale de Paris Habitat qui a l'habitude de gérer des immeubles dans le diffus, et d'ailleurs il est indiqué dans les documents qu'il est prévu là aussi des travaux, mais au fur et à mesure, c'est-à-dire que déjà on va voir ce qu'on peut faire au niveau de la copropriété, et l'on va voir ce que l'on peut faire au niveau de chaque logement. Je précise sur cet immeuble en particulier que le propriétaire, qui était le propriétaire de l'ensemble de l'immeuble, comme beaucoup des propriétaires qui procèdent aux ventes à la découpe, comment ils font ? Ils procèdent par des travaux d'abord sur les parties communes, avec un seul objectif, rendre la vie des locataires infernale pour qu'ils quittent les lieux d'eux-mêmes. Donc, dans cet immeuble, il y a déjà eu certains travaux qui ont été réalisés, parfois ils sont mal faits, et parfois c'est justement aux copropriétaires de revenir sur ces travaux extrêmement mal faits. En l'occurrence, je fais pleinement confiance à Aximo pour identifier tous les travaux qui pourront être réalisés au niveau de chaque lot dont il a désormais la gestion, mais aussi de pousser la copropriété à réaliser les autres travaux et à l'accompagner pour trouver les éventuels financements et appuis techniques pour permettre la performance énergétique la plus adaptée et la plus performante de chacun de ces lots. Merci beaucoup Mario. Peut-être rajouter un mot sur l'importance que nous apportons et que j'apporte personnellement à la préservation du logement locatif à Montmartre, et spécifiquement à Montmartre. Évidemment, je défends la création de logements sociaux partout dans le 18e parce qu'on en a besoin partout. Mais c'est très important aussi à Montmartre. Pourquoi ? D'abord parce que du logement, il y en a besoin partout
Et l'augmentation incroyable des prix de l'immobilier dans ce quartier ne doit pas conduire des locataires installés depuis longtemps dans ce quartier à être expulsés, exclus de leur quartier. Les classes moyennes aussi ont le droit d'habiter à Montmartre. Et aujourd'hui, pour ce faire, compte tenu du prix de l'immobilier, il faut du logement public. Deuxième élément, parce que le premier risque qu'ont tous les quartiers touristiques de Paris, et c'est vrai aussi bien à Montmartre que c'est déjà fait sur l'île Saint-Louis par exemple, c'est l'expulsion des habitants. Et d'ailleurs, dans tous les mouvements européens autour de la question du tourisme, le premier sujet, le plus important, c'est celui du logement. Si nous ne parvenons pas à faire en sorte que les Montmartrois puissent rester des habitants de Montmartre, non seulement les propriétaires vendent leur logement pour faire du Airbnb, parce que ce n'est pas nous qui créons le Airbnb. Tous les Airbnb à Montmartre sont le fait de gens qui ont vendu un logement ou qui ont expulsé d'autres locataires pour transformer leur logement en Airbnb. Et donc, il faut lutter massivement contre cette pratique qui détourne du logement et donc fait partir cette pratique du Airbnb des habitants. Et moi, je lutte depuis longtemps, et Yann Brossard en a parlé, contre cette pratique qui consiste à spéculer en réalité sur le logement pour se faire beaucoup d'argent. C'est vrai des logements, c'est d'ailleurs vrai des boutiques aussi. Parce que ce n'est pas la mairie ou l'État ou la région ou qui que ce soit qui décide qui occupe quelle boutique. C'est le propriétaire de la boutique qui loue à qui il veut. Mais évidemment, si vous n'avez plus assez d'habitants, il n'y a aucune chance qu'il y ait du commerce de proximité. Et donc, si on veut lutter, comme je le lis ici et là, contre le surtourisme ou contre l'afflux de touristes, le premier sujet, c'est quand même bien d'abord de lutter pour le maintien des habitants et donc pour le logement. Parce que si les habitants sont exclus de leur logement, il n'y a plus d'habitants. Or, Montmartre, c'est un quartier habité et nous battons tous autour de la table, enfin, ceux qui votent pour ces délibérations-là, pour faire en sorte que les Montmartrois puissent continuer d'habiter Montmartre, quel que soit leur niveau de revenus. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent public qui sont mis dans ce quartier, et il faut le faire. Voilà pourquoi je vais voter pour cette délibération DLH 153. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie et moi je me réjouis d'avoir contribué à permettre à des Montmartrois de rester Montmartrois. Je crois que c'est un peu un enjeu central. Ensuite, la délibération DLH 170 n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée et on arrive 2 places de la Chapelle, on change complètement de quartier, pour parler d'un programme de rénovation de 14 logements sociaux par Élogiciamp et la parole est à Éric Ellers. Non, moi je ne me suis pas inscrit là-dessus. Pardon. C'est sur la DFA 41. D'accord, j'avais mal noté, donc c'est pas grave. Donc on va mettre aux voix la DLH 192, du coup, qui est pour unanimité. Je vous en remercie. Les délibérations DLH 211, 212, 223, 233, 244, 251, 318 n'ont pas fait l'objet d'inscription. Elles sont adoptées. Et on en arrive à la DFA 41, qui concerne l'opération Gare des Mines Fillette. Donc on reste à la Chapelle, mais on va plus au nord. Et la parole est à Éric Ellers. Oui, merci Monsieur le maire. Le projet d'aménagement de Gare des Mines Fillette, dont la délibération prévoit une garantie d'intérêt pour son financement, prévoit la construction de tours et de barres, comme au plus fort des années 60 et 70, dans le but d'entasser... Non, c'était sous les préfets. Dans le but d'entasser un maximum, sans respect pour la qualité de l'urbanisme parisien. Nous sommes contre la construction d'un Paris moche et de futures zones de relégation. Nous constatons que vous n'avez pas tiré les leçons de l'échec de la ZAC, Chapelle internationale. Aussi, nous sommes contre ce projet néfaste et nous voterons contre les modalités de son financement. Je vous remercie. Marie Gonzalez. Bon, là, je dois dire que il y a une méconnaissance totale de ce qu'est le projet Gare des Mines. Et ça m'étonne un peu de vous qui suivez ces sujets attentivement.
Je regrette que vous n'ayez pas vu, mais je me ferai un plaisir de vous transmettre tous les visuels et les fiches de l'eau des derniers jurys, notamment, qui ont sélectionné les derniers projets de Gare des Mines. Alors déjà, vous parlez de tours et de barres. Non, mais alors, déjà, c'est un manque de détails et de précision. Vous avez 2 émergences qui ont été prévues dans ce projet. 2 émergences. Vous avez une émergence de 50 mètres qui se trouve port d'Aubervilliers, et vous en avez une autre qui se retrouverait sur la partie sud. Pour le reste, vous n'avez que des immeubles qui sont situés entre R+8, R+10, enfin bon, ce sont des immeubles tout à fait classiques, légèrement plus hauts que la moyenne parisienne, mais tout à fait normaux dans des quartiers nouveaux. Alors, vous évoquez le Paris moche. C'est sympa pour les architectes, hein. Vous savez, les architectes, ils travaillent énormément. C'est un travail... Moi, je voudrais les rendre hommage par cette prise de parole, parce que le travail qu'ils rendent, l'effort qu'ils font pour remettre des projets, extrêmement qualitatifs. Mario. Chut. Alors, Mario, il n'y a qu'une seule personne qui parle pour le moment, c'est Mario González. On n'est pas à l'AG du Move ici, on est dans une assemblée élue démocratiquement où on se respecte. Ça nous changera Mario González et Mario González seul. Merci, monsieur le maire. Donc, prenons par exemple l'émergence qui va réunir des logements étudiants, plus la station, qui est un centre, un espace culturel extrêmement important, plus des locaux d'activité. Vous prenez cet immeuble et ce projet architectural, eh bien, par exemple, il a fait un choix, qui a été celui du jury d'ailleurs, de reprendre un style que peut-être vous n'aimez pas, mais qui est pourtant aussi l'identité du quartier et qui rappelle son histoire, et notamment son histoire ferroviaire. Et c'est notamment un style de brique. Vous savez, il y en avait plusieurs qui se disaient, mais quand même de la brique sur une émergence, eh bien, nous l'avons assumé. Et les architectes ont eu raison de le proposer, parce que c'est aussi rappeler d'où vient ce quartier, et rappeler aussi son histoire. C'est aussi ça l'architecture, hein. C'est aussi savoir d'où l'on vient et le traduire au niveau architectural. Je sais que ces complexités ne vous intéressent pas. Vous parlez de l'échec de Chapelle Internationale. De quel échec parlez-vous, monsieur Ehlers? Parce que moi, en ce qui me concerne, je vois des copropriétés qui sont pleines, qui ont été vendues, je crois qu'on est entre 8 000 et 12 000 euros maintenant du mètre carré à peu près, hein. Elles ont été toutes vendues. Vous parlez d'un échec, tous les logements sociaux sont occupés. Vous parlez d'un échec, vous avez un foyer jeune travailleur qui fonctionne très bien. Vous parlez d'un échec, un foyer travailleur migrant qui ne pose absolument aucune difficulté. Vous parlez d'un échec, vous avez une résidence de jeunes chercheurs, là aussi totalement occupée. Vous parlez d'un échec, nous avons une commercialité qui se développe avec l'arrivée de Maboul. Vous avez l'arrivée de 2 restaurants. D'ailleurs, je vous invite à aller à un de ces restaurants, je ne peux pas le citer, mais quand même, très bon, très sympa. Vous avez un nouveau square, vous avez un parc canin, vous avez métro qui fonctionne parfaitement, vous avez le centre logistique qui fonctionne parfaitement, vous avez l'agriculture urbaine qui désormais est ouverte au public, où les écoliers peuvent aller voir, vous avez les équipements sportifs. De quel échec me parlez-vous, monsieur Ehlers? Parce que moi, ce que je vois, c'est un quartier qui, outre la quantité incroyable de prix qu'ils ont pu recevoir, et indépendamment des aspects architecturaux, est un quartier qui vit, et surtout, et je finirai par là, monsieur Ehlers, un quartier dont les habitants sont fiers. Venez avec moi au Lab Chapelle, venez voir les habitants qui s'y réunissent et qui s'investissent pour leur quartier. Croyez-moi, lorsqu'il y a des torchons, comme on peut les lire, qui critiquent ce quartier et qui, comme vous, disent qu'il y a un échec, ce sont les premiers à se mobiliser et les premiers à revendiquer le succès et la bonne vie de leur quartier. Merci. Barbara Goez. Ah, ça y est. Oui, enfin, je serai rapide parce que Mario a tout dit. Mais ce qui m'agace un peu dans ce que je viens d'entendre, c'est qu'on n'est pas sur des faits. On est juste sur des préjugés qui sont dits et redits à longueur de temps au détriment des habitantes et des habitants de ces quartiers-là. Et ça, ce n'est pas respectueux pour ces habitantes et ces habitants. Et c'est la raison pour laquelle, par ailleurs, nous sommes, je pense, assez agacés, sinon en colère, quand on entend
des choses comme ça. Ce sont des préjugés que l'on voit à chaque conseil d'arrondissement quand on parle de logement social, à chaque conseil de Paris à chaque fois qu'il est question de logement social, et il faut arrêter avec ça. Au-delà du manque de respect pour les habitantes et les habitants, Mario Gonzalez a aussi cité, certes, le travail des architectes, mais je vais juste en profiter pour le rappeler. Les architectes, nos projets de logements sociaux, de réhabilitation, sont multiprimés aujourd'hui à Paris. Alors oui, ça peut surprendre parce que depuis 20 ans, on a passé beaucoup de travail, beaucoup de temps à travailler sur tout ce qu'il a fallu faire qui n'a pas été fait, refaire qui a été mal fait. Donc effectivement, on a passé un petit peu de temps à revenir sur des projets qui n'avaient pas été conçus correctement. Mais aujourd'hui, depuis 20 ans, nous travaillons avec l'ensemble de la majorité à Paris et dans le 18e arrondissement, nous travaillons à offrir des projets qui sont de très bonne qualité environnementale et récompensés pour ça, de très belle qualité architecturale et respectés pour ça, parce qu'il en va du respect des habitantes et des habitants. Et je pense que c'est ça qu'il manque un petit peu lorsque vous dites des choses comme ça, du respect pour les habitantes et les habitants. Allez-y, puisque vous avez été interpellé. Oui, absolument, Madame Gomez. Gomez, pardon, excusez-moi. Pour... voilà. Je suis ravi que vous interveniez, mais nous avons, je crois que nous avons encore le droit d'exprimer une opinion. Nous ne sommes pas en Union soviétique. Voilà, et nous pouvons dire que nous trouvons que ce qui est proposé en termes d'urbanisme, c'est-à-dire de forme urbaine, nous déplaît. Et ce n'est pas qu'une opinion personnelle, c'est aussi parce que nous sommes à l'écoute de ce que nous disent les Parisiens, et ils nous disent que les dernières réalisations, les choses qui se font actuellement, globalement, ne leur plaisent pas. C'est tout. Donc nous, on les écoute et on retransmet ça au Conseil. Voilà, donc peut-être que ça vous déplaît, mais c'est notre opinion. Donc oui, je suis désolé, vous risquez de l'entendre, mais peut-être faites évoluer les projets et avec un peu plus de concertation, nous arriverons à tomber d'accord sur une forme urbaine. Je n'en suis pas certain, mais on peut toujours l'espérer. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si c'est vraiment raisonnable de dire aujourd'hui que les projets urbains et humains que nous avons portés à la porte de la Chapelle peuvent être considérés par qui que ce soit comme un échec. Il s'avère que moi, ce quartier de la Chapelle, j'y habite depuis que je suis arrivé dans le 18e. D'abord à la porte et aujourd'hui au métro La Chapelle. Et donc, j'ai suivi comme maire, j'ai suivi comme habitant, puis comme père d'ailleurs, l'évolution de l'ensemble de ce quartier. Pas de loin, pas en théorie, en réalité. Et si vous avez entendu un habitant du 18e, vraiment, un habitant de ces quartiers, pas sur Twitter, un habitant de ce quartier, pas les mecs qui n'existent pas sur Twitter, un habitant de ce quartier, vous dire que c'est moins bien aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans, vraiment, je vous demande de me le présenter parce que j'ai vraiment besoin de comprendre. Parce que c'était quoi ce quartier avant que nous en occupions? Et notamment moi. Pas que moi, nous ici, cette majorité. C'était quoi ce quartier, ce délaissé, cet endroit dont tout le monde se foutait? On considérait qu'on pouvait mettre tout ce qui n'allait pas, on les mettait à la porte de la Chapelle. Je me souviens même d'ailleurs d'un maire du 15e, il est toujours maire du 15e, qui avait expliqué, moi j'étais pas encore maire, qui avait expliqué qu'on n'avait qu'à mettre l'héliport à la porte de la Chapelle. Il n'y a pas d'habitants là-bas. Et il a eu tort. Parce qu'il y a des habitants là-bas. Il y en avait avant et il y en a maintenant. Et donc, l'immense ambition qu'on a portée pour ce quartier de la Porte de la Chapelle, et de Marx-en-Moy et de la Chapelle, je crois vraiment que de bonne foi, personne, encore une fois, je parle de vrais gens, pas des excités des réseaux sociaux qui font semblant d'exister, des vrais gens. Personne ne la remet en cause. Personne ne veut revenir en arrière. Personne. Au contraire, ils veulent qu'on avance. Et figurez-vous, sur Gare des Mines-Fillettes, Mario Gonzalez s'en rappelle sûrement, et d'autres ici, quand on a présenté les dernières esquisses de ce projet, on a été applaudi par la salle. D'ailleurs, j'ai fait une réunion il y a 1 an, dans un des gymnases publics de l'aréna de la Porte de la Chapelle,
avec quoi, une grosse centaine d'habitants du quartier, pour présenter le futur, ce qu'on allait faire. Et moi qui ai connu l'ensemble de l'évolution de ce quartier, j'ai été moi-même surpris de la chaleur avec laquelle les habitants accueillaient nos projets, parce que les habitants, ils connaissent ce quartier. Et ils savent que si on veut faire rentrer notamment le quartier de Charles-Hermite plus à l'intérieur de Paris, il va bien falloir créer un peu plus de densité. Il va falloir qu'il y ait un peu plus d'habitants. Et ils l'attendent, ils le souhaitent, parce qu'eux, ils veulent de la mixité scolaire, eux, ils veulent de la mixité commerciale. Et ils savent que pour le faire, il faut qu'il y ait un peu d'être humain supplémentaire dans ces quartiers. Et puis, je l'ai souvent raconté, donc je vais le faire aujourd'hui encore, il y a des moments qui comptent dans une vie d'élu. Et moi, quand nous avons accueilli à la porte de la chapelle, quand nous avons inauguré à la porte de la chapelle les statues de la cérémonie d'ouverture des Jeux, je me suis retrouvé sur le rond-point, enfin l'ex-rond-point, puisque nous avons supprimé le rond-point pour limiter la place de la voiture dans ce quartier-là aussi, parce que tous les quartiers ont droit à libérer de l'espace pour permettre aux piétons de circuler. Tous les quartiers, y compris la porte de la chapelle. Et je suis tombé sur une haute personnalité qui me dit « Ah, monsieur le maire, on va se promener rue de la Chapelle ». Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que j'ai eu de cette simple phrase. On va se promener rue de la Chapelle. Ce qu'on a fait, on s'est promené rue de la Chapelle. Moi, quand je suis arrivé dans ce quartier, c'était une notion qui n'existait pas. Aujourd'hui, elle existe. Et je crois que je n'y suis pas complètement pour rien, et que nous tous ici, autour de cette table, n'y sommes pas complètement pour rien. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut qu'on continue. Moi, je n'ai pas du tout l'intention d'arrêter la transformation de la porte de la Chapelle et de la porte d'Aubervilliers. Le projet dont vous parlez, c'est un bon projet. Mon sujet, c'est surtout qu'il avance. C'est surtout qu'il avance. C'est pas tellement... c'est qu'il arrive à avancer, parce que ça, c'est très long. Et je pense, mais je le dis parce que je le pense et je le sais, c'est ça que les habitantes et les habitants du 18e et de ce quartier attendent. Et nous, on va continuer à le faire. Voilà pourquoi je vous invite vraiment à voter cette délibération DFA 41. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Elle est adoptée et nous allons continuer à faire avancer tous les quartiers du 18e, y compris celui de la porte d'Aubervilliers. Et j'en remercie l'ensemble des élus et l'immense investissement public de la ville de Paris pour nos quartiers.